Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité. À l'image de la Fashion Week ou la Design Week, les musées parisiens voulaient avoir leur semaine et donc la Paris Museum Week va commencer la semaine prochaine en même temps que la foire Art Paris, et Solène Blanc, qui est directrice générale du groupe Beaux-Arts, va nous en dire un peu plus. Elle est en visio dans un instant sur ce programme. Pour l'interview de la semaine, nous recevons Yves-Bernard Deby, qui est avocat et directeur de Parcours des Mondes, cette foire consacrée à l'art extra-européen, pour revenir sur la vente exceptionnelle de la collection Barbier-Muller, orchestrée par Christie's. Alors que 2023 n'a pas été une très bonne année pour le marché de l'art extra-européen, cette vente remet cette catégorie sous le feu des projecteurs. C'est tout de suite sur Art et Marché. La Paris Museum Week ouvre ses portes dans une semaine et je reçois Solène Blanc, qui est directrice générale du groupe Beaux-Arts, pour nous en dire un peu plus sur cette initiative. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'après ce que j'ai compris, la Paris Museum Week englobe de nombreux événements, voilà, tous reliés au musée parisien, à l'économie des musées. Oui, tout à fait. Bonjour Sybille. L'idée, c'était, avec cette Paris Museum Week, dont c'est la première édition, c'était vraiment de faire de Paris l'épicentre international de rencontres des professionnels, des musées, des monuments, des lieux de culture. Et effectivement, ça englobe à la fois le CITEM, qui est le salon professionnel des musées et monuments, qui réunit 170 exposants et une trentaine de conférences sur la transformation des musées. Communicating the Art, qui est une conférence internationale qui se réunit à différents endroits du globe, et cette année qui vient à Paris sur cette même semaine du 2 au 5 avril. Et puis les rencontres annuelles, la rencontre annuelle du CLIC, le Club Innovation Culture, avec également en toile de fond Art Paris, qui sera également partenaire de la Paris Museum Week cette même semaine. Alors, vous avez parlé de transformation des musées. Quels sont les grands enjeux auxquels ils doivent faire face dans les prochaines années ? Alors, c'est vrai que ce soit à Communicating the Arts, au CITEM ou aux rencontres du CLIC, la question, c'est vraiment aussi la transformation des musées, que ce soit sur les sujets d'éco-responsabilité, décarbonation, inclusion sociale. C'est aussi leur rôle dans les territoires et comment ils se réinventent, réinventer aussi la gestion des flux, l'expérience de visite. Donc, on a beaucoup de choses qui sont liées aussi à la scénographie, mais aussi à l'immersif, à la façon aussi dont les musées et les lieux de culture peuvent se servir et vraiment s'imprégner des nouvelles technologies pour réinventer aussi cette expérience de visite. Et puis voilà, donc ce sont tous les sujets, on va dire, qui transforment l'expérience de ce que sera le musée de demain et puis sa place dans les territoires et dans la ville. Et en termes d'économie de musée, pour les professionnels, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à ce niveau-là ? Bien sûr, alors ça pose évidemment les questions aussi donc de faire face à tous ces enjeux de transformation. Ça peut être aussi tout ce qui est autour de la diversification de ces ressources. Ça peut être aussi comment toucher les publics. Il y a une dimension de communication aussi qui est forte à travers ces sujets-là. Et puis c'est surtout aussi le fait que les professionnels du monde entier, que ce soit donc les décideurs des musées et puis toutes les startups et les prestataires, tous ceux qui inventent ces nouvelles expériences-là, puissent se rencontrer dans un mode partenarial et inventer aussi de nouvelles façons de travailler ensemble. Donc c'est vraiment cette vertu aussi de se dire on va avoir là plus de 5000 professionnels du monde entier qui se réunissent sur cette semaine-là et de faire de Paris et de ces événements vraiment une fenêtre ouverte sur l'innovation, qu'elle soit dans les pratiques, dans les les expériences muséographiques, mais aussi dans les modèles économiques qu'il faut savoir réinventer. Et la vertu de ces événements, c'est que ça va faire se rencontrer des acteurs du public et du privé, et puis décloisonner aussi, on ne parle pas que musées, monuments, mais aussi salles de spectacle, enfin tous ceux qui partagent ces mêmes enjeux de faire venir des publics, que ce soit voilà, des publics français, internationaux, touristiques. Donc c'est vraiment cet enjeu-là que va porter la Paris Museum Week. C'est une première édition et on voudrait vraiment que ça fasse date et que ce soit aussi une façon de valoriser et de faire rayonner l'expertise et les savoir-faire français en la matière. Eh bien, merci beaucoup Solène Blanc. Je rappelle que vous êtes directrice générale du groupe Beaux-Arts. Merci de nous avoir présenté ce beau programme de la semaine prochaine. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Bismart.
C'est un nouveau record pour une collection d'art d'Afrique et d'Océanie. La collection Barbier-Muller s'est envolée pour un total de 73 millions d'euros, dépassant ainsi la collection prestigieuse de Michel Périnet, qui a été vendue en 2021 pour 66 millions d'euros. Et Yves-Bernard Deby, qui est avocat et aussi directeur du Parcours des Mondes, qui est la foire de cet art extra-européen, est avec nous pour décrypter cet événement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement en quoi cette collection était exceptionnelle? Qu'est-ce qui explique ces envolées? Alors, la qualité de la collection explique l'envolée, et puis il y a la qualité de la maison de vente et de ce qui a été fait par la maison de vente. Mais si on prend d'abord par la collection, c'est une collection extraordinaire qui est ancienne, qui s'établit sur 4 générations. Elle est éclectique. D'ailleurs, quand on voit la vente, c'est assez remarquable pour le dire. Il y avait 100 lots, 50 lots d'art africain, 50 lots d'art océanien. Donc, peu de collections sont de ce niveau. C'est une collection aussi qui avait été beaucoup montrée. Barbier-Muller a fait un musée privé à Genève. Donc, c'est une collection très prestigieuse. Et est-ce qu'il y a eu des surprises au sein de cette vente? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, des œuvres qui sont exceptionnelles, forcément, ça fait des prix exceptionnels. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des zones d'intérêt où on s'est dit, tiens, là, peut-être qu'on n'attendait pas à ce que cette œuvre fasse une telle envolée ou Je ne sais pas s'il y a eu des surprises, parce que globalement, c'était une vente très attendue, d'objets très connus. J'ai eu la chance d'être invité la veille dans le dîner que donnait Christie's et d'être dans la salle lors de la vente. Il planait comment dirais-je, on était détendu. On savait du côté de Christie's qu'il y avait eu un intérêt sur chaque lot. C'est une vente qui a fait 100% de vente. Un objet seulement en after sale, mais 100 objets vendus. Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Après, on est dans des envolées terribles. Il y a 13 lots qui dépassent le million d'euros. C'est ça. La tête Fang fait 14 700 000. Le fétiche à clous au Congo fait record, 9 millions. Le masque baoulé, record absolu pour une œuvre baoulée, 6,6 millions. L'année d'avant, Christie's avait déjà fait très fort avec un masque à 2 millions, mais là, on est à 6,6 millions. Et si on passe du côté de l'Océanie, vous avez un masque des îles de Torres qui fait 5,5 millions. Peut-être que la surprise est là. C'est quand même que pour cette qualité d'objet, l'art océanien se tient très très bien. Oui, mais justement, c'est l'art océanien, ça n'a pas toujours été... Là, vraiment, il y a eu est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cette... Peut-être parce que aussi l'art provenant de certains pays africains, on sait déjà quelles sont les œuvres majeures, etc. Peut-être que là, on est dans une découverte plus creusée de l'art océanien. Alors en fait, classiquement, c'est la statuaire africaine qui tire les prix vers le haut, toujours. Encore dans cette vente d'ailleurs. L'art océanien a toujours fait des prix moindres, alors qu'il y a un intérêt des collectionneurs aussi grand pour l'art océanien que pour l'art africain. Oui, peut-être que l'un des enseignements à tirer de cette vente, c'est que l'art océanien, quand il est à ce niveau de qualité, à ce niveau de provenance et à ce niveau de présentation, j'y tiens beaucoup, par une grande maison comme Christie's, eh bien, il y a des envolées. Et justement, revenons à cette tête de reliquaire Fang qui a fait 14 millions. Qu'est-ce qui explique ce prix? Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre un tel montant? Alors, les têtes Fang sont toujours dans des prix très importants. Parce que c'est très rare? Oui, parce que c'est très rare. Parce que également, il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, il y a entre l'art africain et l'art moderne occidental des liens très très forts. Donc les têtes Fang très tôt ont été vues et reconnues par les artistes occidentaux. Donc le lien est très très fort depuis très longtemps. Les têtes Fang et les reliquaires Fang ont toujours des valeurs importantes. Celui-ci était particulièrement beau, particulièrement bien documenté, et ça explique les 14 700 000, donc on est presque à 15. Et justement, vous étiez présent dans la salle. Oui. J'ai cru entendre qu'il y avait une typologie collectionneur qui pouvait être différente de ce qu'on voit d'habitude. Est-ce que vous pouvez témoigner de la présence, qui était là, s'il y avait des collectionneurs différents de ce qu'on voit d'habitude? Alors tout d'abord, la salle était pleine. C'est assez souvent le cas. C'est vrai que quand on est collectionneur, ce qui est mon cas, on retrouve souvent les mêmes collectionneurs, les mêmes musées qui sont présents. Là, on avait
des gens nouveaux, des gens qu'on ne connaissait pas. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une effervescence, c'était très joyeux. Oui, différent d'autres ventes, une vraie énergie. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire de cette vente pour le marché? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer? Oui, il y a plusieurs enseignements. D'abord, un enseignement évident, c'est que quand les objets sont beaux, qui a d'une belle provenance, ils trouvent toujours acquéreur. Quand les objets sont d'une qualité exceptionnelle, ils trouvent acquéreur et à des prix exceptionnels. Ça, c'est le premier enseignement. Et peut-être qu'on discutera statistiques tout à l'heure, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis. Mais au-delà de tout ce qui est question de statistiques, il est une certitude, c'est que les grands objets se vendent extrêmement bien. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, c'est la place de Paris. Paris est la première place en matière d'art premier, très certainement en raison d'un triumvirat dont on a déjà parlé, qui est des maisons de vente importantes, et la plus importante est Christie's, clairement. Le musée du Quai Branly, qui a cette place si importante et si particulière dans les arts premiers, et puis la foire que j'ai la chance de présider, qui est le Parcours des Mondes, qui réunit tous les marchands et tous les collectionneurs du monde à un moment précis, à Paris. Donc Paris, c'est vraiment devenu la première place mondiale pour les arts premiers. Et justement, avec beaucoup de musées qui étaient présents et beaucoup de préemptions réalisées. Alors, il y a 5 préemptions des musées nationaux. Le Quai Branly, ils ont préempté des objets océaniens. Oui. Parce que, bon, peut-être qu'ils sont déjà pas mal servis en objets africains. Mais, alors, Christie's, c'est un devoir de confidentialité, ne communique pas, mais pour ceux qui étaient dans la salle, on a très bien compris que beaucoup de musées internationaux avaient acheté. Alors, chaque musée pourra annoncer au moment, mais vous verrez qu'il y a eu beaucoup de musées internationaux qui ont également acheté à cette vente. Et justement, terminons par quelques chiffres. C'est vrai que le rapport Arcade, qui collecte toutes les données d'art extra-européen chaque année, 2024 donc, est sorti sur l'année 2023. Et donc, voilà, il parle de cette année qui est plombée par les chiffres, etc., qui n'a pas été très bonne. Là, juste avec la vente, Barbie Müller, on a déjà atteint presque le double du chiffre d'affaires de l'année dernière. Oui. Comment expliquer cette baisse, cette fluctuation? D'abord, il faut saluer Arcade parce que c'est les seuls à le faire et que c'est un outil important pour nous. Je crois néanmoins, je ne suis pas fan des chiffres, encore moins de ce qu'on peut essayer de leur faire dire. Si vous prenez le rapport, ils expliquent qu'en fait que 2021, il y a 107 millions, puis en 2022, vous avez une consolidation à 60, et puis un effondrement à 37 millions en 23, et ils essaient d'expliquer. C'est sur ces explications, je ne pourrais ne pas être d'accord. En fait, c'est simple. La vente Barbie Müller qui est en mars, si elle s'était tenue en décembre 23, eh bien, on aurait explosé tous les compteurs et 23 aurait été bien meilleur que 21. Donc, voilà, très compliqué de tirer des analyses intelligentes, je pense, des statistiques. Un point quand même positif, c'est que presque comme à l'échelle du marché de l'art entier aussi, les transactions, en revanche, elles continuent d'être très dynamiques. Elles augmentent. Donc ça veut dire pareil que l'intérêt, en tout cas, est toujours là. Merci beaucoup Yves-Bernard Deby. Je rappelle que vous êtes avocat et directeur de Parcours du Monde. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.